Vous êtes sur Face à l'actu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce numéro de Face à l'actu se penche sur deux sujets phares de l'actualité nationale. La campagne électorale entrant dans le cadre de la présidentielle et puis la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple concernant M. Sébastien Adjavon et l'État béninois. Pour décortiquer ces actualités, je reçois pour vous M. Jos Perzo Anago. Il est le directeur de publication du journal La Dépêche. M. Perzo, bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de lui, nous avons M. Eloge Gandahou, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. M. Gandahou, bonjour. Bonjour, cher confrère, et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme c'est le premier numéro, je voudrais vous annoncer la règle du jeu. Nous avons les deux sujets imprimés ici. Vous allez faire un tirage au sort. Vous tirez un sujet, on commence par ce sujet-là. Donc je laisse le soin à M. Gandahou de tirer un des deux sujets et on va démarrer l'émission. Campagne électorale. Voilà, on commence par le premier sujet qui est la campagne électorale en cours dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. La Sénat a lancé la campagne, ça a démarré depuis le 26 mars dernier. Monsieur Jos Perzo Anago, vous qui avez déjà couvert 6 élections présidentielles, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'élection présidentielle de 2021 est une élection particulière vu l'ambiance qui prévaut actuellement sur le terrain? Merci, cher confrère, de m'avoir facilité la tâche en répondant un peu déjà à la question. Vous voulez poser à savoir que s'il y a une particularité dans cette campagne. Tout à fait, oui. J'en ai couvert suffisamment de campagne, mais j'avoue franchement que c'est l'une des rares fois où je me retrouve en face de ce qui pourrait être sans péché appelé une parodie de campagne. Il s'agit ici d'une parodie de campagne. Parodie de campagne en ce sens que on veut donner l'impression à l'opinion qu'il s'agit d'une campagne électorale, c'est-à-dire pour l'élection du président de la République. Mais en réalité, c'est une parodie dans pratiquement tous les sens, au propre figuré. Au propre figuré, parce que vous êtes d'avis avec moi que lorsqu'il y a campagne électorale, surtout comptant pour l'élection du président de la République au Bénin, pour ce que nous savons, c'est un déferlement, c'est une fête, c'est, je voudrais être trivial, c'est du tintamarre, c'est du vacarme, dans le sens propre du terme, c'est du challenge, c'est de l'adversité bon enfant. Mais est-ce que vous notez ça aujourd'hui? Non, vous notez pas ça. Mais il y a 3 dieux sur le terrain et puis ils animent correctement le terrain comme ça. La parodie procède de ce que ce soit pratiquement la même écurie. Moi, de mon point de vue, je dis ceci, ça me vient d'être pris, parce que je suis au contact de la population. C'est votre job qui m'autorise à le faire. Je suis au contact de la population. Je ne peux rien dire de par mes analyses sans me référer à cette population, au ressenti de cette population, à ce que me donne cette population comme retour d'information. Aujourd'hui, lorsqu'on est au sein de cette population, on se rend compte même que parfois, lorsque certains duos surgissent, certains pouffent de rire, ce qui n'est quand même pas normal. Certains rient parce que ça fait rire. On se dit, mais à quoi joue-t-il? Parce qu'on se dit, c'est le même serein, c'est la même écurie. Pourtant, il y a 2 duos de l'opposition et il y a un duo de la mouvance. Vous dites que c'est la même écurie. Oui, mais évidemment, chers confrères, je ne vous apprends rien. Je suis d'ailleurs heureux de vous entendre énumérer les choses ainsi, de duo de l'opposition. De quelle opposition s'agit-il ici? Et donc, il ne suffit pas que l'on dise je suis de l'opposition pour être de l'opposition. C'est une structuration, c'est une démarche, c'est une méthodologie. Et lorsque je ne vous apprends rien, il y a eu un parti qui avait crié sous tous les toits ici être de l'opposition. Vous n'avez pas surpris d'apprendre que ce parti supporte le chef de l'État dans sa compétition à l'élection présidentielle, par exemple, pour ne pas citer le parti de Toleba, qui était supposé être un parti de l'opposition. Donc, entre dire et être, il y a un fossé. Monsieur Gandahou, votre vis-à-vis pense qu'il n'y a pas d'enjeu pendant cette campagne électorale que les 3 duos, bien que 2 salles d'opposition, soient de même écurie. Quelle est votre lecture par rapport à cette... Il y a bel et bien l'enjeu. C'est vrai qu'il y a une certaine particularité. Nous n'assistons pas à une campagne comme par le passé, dans la forme traditionnelle. Et qu'est-ce que je dis? Ça fait beaucoup de bruit et nous osons dire que ce n'est pas forcément le bruit qui fait le bien, ou le bien qui fait le bruit. D'accord? Nous sommes à une étape décisive de notre démocratie.
et ce qui se passe actuellement entre ceux qui pensent que c'est une parodie de campagne et qu'il n'y a pas fait, sinon il n'y a même pas élection, puisque d'avant certains pensent que, bon, écoutez, les conditions dans lesquelles le processus se déroule, que tout est faussé. Mais je dis que c'est les conservateurs, c'est ceux qui font du surplace qui ne veulent pas changer. Parce que dans une démocratie, vous savez, ce qui est important, c'est d'avancer. Tout n'est pas parfait, les lois sont votées et c'est en vertu de ces lois-là que nous avons des élections. Même les lois ne sont jamais parfaites. Donc à un moment donné, on a l'audace, n'est-ce pas, d'innover. Et je crois que c'est les innovations en matière de loi, une certaine volonté de changer pour avancer, qui ont fait que actuellement nous assistons à cette forme de campagne-là. Ça ne veut pas dire que tout est faussé. Parce que en réalité, cela est dû à la réforme du système partisan. C'est des réformes du système partisan qui veut qu'aujourd'hui, les partis politiques n'évoluent pas comme par le passé. Vous voyez, s'il y a quelque chose que les adversaires du pouvoir ont surtout décrié, ceux qui pensent aujourd'hui que bon, rien ne va plus et que en réalité c'est des lois scélérates, c'est des lois partisanes, c'est pas là qu'on veut aller aux élections. En fait, en réalité, c'est ceux-là qui décrient le plus, n'est-ce pas, entre autres réformes, la réforme du système partisan. C'est la réforme du système partisan qui est la plus décriée. Et c'est du fait que, avec cette réforme-là, nous allons rompre un peu avec cette culture politique et cette culture démocratique qui veut que ça soit les mêmes, les plus nantis, n'est-ce pas, qui s'imposent par la force de l'argent. Les plus nantis là, c'est eux qui dictent la loi, c'est eux qui vont aux élections, et d'autres partis considérés comme des clubs électoraux qui n'apparaissent que la veille des élections, qui dorment tout le temps, qui n'apparaissent que la veille des élections, n'est-ce pas, les suivre dans ce mouvement-là. Et ça fait beaucoup de bruit avec ce que vous constatez, la vingtaine, la trentaine de candidatures. Aujourd'hui, nous sommes dans un changement. Et déjà, cette réforme-là est en train de porter ses fruits. Parce que s'il y avait la vingtaine, la trentaine, la quarantaine de candidatures, tous ceux-là ont des électeurs à solliciter par-ci, par-là, et l'argent, ça coule comme tout. Et c'est ce qui fait la fête pour certains. Mais justement, la réforme du système partisan, la réforme du système partisan, je crois que les conditions qui sont en train d'être posées, parce que vous savez qu'avec la réforme du système partisan, il est question désormais de renforcer les conditions de création des partis politiques. Mais justement, aujourd'hui, il y a agressement dedans du côté de l'opposition, l'opposition résistante qui croit savoir qu'on les exclut des élections et qu'on ne participe pas. Ceux qui sont là, on les tasse d'être des faits valoir, des candidats de faits valoir. Qu'est-ce que cela vous dit? Nous sommes dans une démocratie. Et on ne peut pas dire que l'opposition n'a pas le droit d'exprimer son opinion. Sa position, c'est clair. Mais vous ne direz pas que dans ce pays, le Bénin, tout le monde pense comme l'opposition. À côté de ceux qui sont de l'opposition et qui pensent que tout va mal, que rien ne va dans le pays. Mais il y a également des Béninois aujourd'hui qui pensent que des efforts sont en train d'être faits. Et que c'est toujours difficile, toute réforme. Ça exige des sacrifices, ça exige des grincements dedans. Le plus important, ce n'est pas les grincements de des sacrifices, mais c'est les flux de la réforme, c'est les résultats auxquels nous avons abouti. Aujourd'hui, mieux que par le passé, il y a par exemple le financement public des partis politiques. Par le passé, c'est des leaders politiques qui imposent leurs lois. C'est eux qui choisissent les candidats, c'est eux qui, sur les listes électorales, c'est eux qui, imposent leur dictat compte tenu de leur affinité, ceci, cela. Nous sommes dans une démocratie. Et il faut que les partis politiques jouent véritablement leur rôle. Avec le financement des partis politiques aujourd'hui, voyez-vous, il n'y a pas un seul individu, il n'y a pas une seule personnalité qui s'impose, même les partis politiques. Voyez-vous, pendant longtemps, voyez ce qui s'est passé au Bénin ici. Quand on dit le PRD, mais vous pensez à Porto-Novo, dans le Bénin là-bas, et le plateau et tout ça. Quand on dit le PSD, mais c'est à Diakoto là-bas, c'est le Koufou. Il faut des partis qui ont envergure nationale. Vous voyez les grandes démocraties. Vous pensez que ce n'est que des partis régionaux, ce n'est que des partis ethniques, des partis familiales ou claniques, comme on le dit. Non. Et ça fait qu'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Les gens, je vais en finir en attirant votre attention sur le fait que tous ces partis-là, voyez-vous, si c'était bien tel qu'ils étaient organisés, aucun d'eux n'a pu faire élire un candidat à la présidentielle jusqu'à ce jour-là. Donc, quelque part, ne jetons pas de l'opprobre à ceux qui ont eu le courage, n'est-ce pas, d'initier cette réforme-là et qui aujourd'hui sont en train de porter leur fruit. J'espère, est-ce que 30 ans après la conférence des forces vives de la nation, il ne faut pas déplacer ce fétiche-là de multipartisme intégral pour aller vers de grands rassemblements comme le dit bien chef de l'État, pour n'avoir que deux partis de la mouvance, deux partis de l'opposition, comme il se plaît à le dire?
Nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre, chers confrères. Le Bénin ne va pas inventer ni la démocratie, ni le système partisan. Mais il se trouve que la particularité ici réside dans le fait qu'on dit quelque chose et son contraire. Ah bon? Oui. Tout à l'heure, mon frère, j'ai cru l'entendre dire, moi qui ne se dédise, que voilà, c'est désormais avoir des partis forts, des candidats issus de partis forts, je crois qu'il a dit tantôt. Mais je sais que les minutes qui vont suivre, il va se dédire dans la mesure où, aujourd'hui, je voudrais qu'il me dise, la main sur le cœur, de quel parti provient Irénée Acosta, candidat à la présidentielle. De quel parti provient Corentin Coré, président, enfin, candidat à la présidentielle. Pour dire donc qu'un beau matin, l'un des candidats, pour ne pas citer Patrice Talon, se déclare candidat sans qu'aucun des partis politiques ici présents ne l'ait choisi. Mais il est soutenu par 5 grands partis politiques bien constitués. Chers confrères, c'est vous qui posez la question, autrement je serais tenté de vous dire lequel des partis avait désigné Patrice Talon candidat. Or, on nous faisait croire, c'est une arnaque sans nom. Ah oui. On nous faisait croire qu'en réalité, l'objectif qu'on poursuit, c'est que désormais les partis soient suffisamment forts et qu'on n'élise plus un halogène, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas sorti de parti politique. Mais la loi n'a pas interdit cela. La loi dit que si les partis soutiennent quelqu'un, il peut être candidat. Il faut juste qu'il y ait les parrainages des partis politiques. Et Patrice Talon là. Tout à fait. Il en a eu 118 ou 116, on dit. Au moment d'autres en cherche du 16 qui n'ont pas pu obtenir. C'est ça les résultats des réformes du système partisan. C'est une catastrophe. Si certains se plaisent à ne pas voir la réalité aujourd'hui en face, c'est ceux-là qui se refusent d'avoir franchi les frontières du Bénin, d'avoir été ailleurs. Je voudrais qu'on me donne un seul exemple au monde. Je dis un seul exemple au monde. Je mets au défi mon contradicteur, mon vis-à-vis, de me donner un seul exemple au monde où il y a seulement 2 partis politiques, 3 partis politiques. Citez-moi les États-Unis, vous en sortirez plus d'une centaine de partis. Allez me citer la France. Alors citez-moi laquelle démocratie au monde où on n'a que 2 partis de chefs de l'État et l'autre 2 autres partis. Non, écoutez, je pense que quelque part, quelqu'un s'est levé un beau matin et a dit je veux m'accaparer le pouvoir. Pour ça, je vais y travailler. J'interdis de législatif, enfin, des élections législatives. Ça, ce sont les interprétations que vous faites, les supputations. Je suis un analyste. Et puis, je ne me tire pas le drap de côté, mais je dis rarement mes analyses flanchent dans la mesure où je suis au sein d'une population, j'observe et j'implémente. Et je ne suis pas celui qui sort des 4 murs pour venir radoter, pour dire des incantations. Je vis au sein de la population. Aujourd'hui au Bénin, vous constatez qu'il y a une parodie d'élection, je le dis et je le répète, et le chef de l'État à l'Okosa, j'ai la bande ici pour, et je mets au défi, quiconque me dira que c'est faux, je joue la bande avec votre permission. Le chef de l'État a déclaré ceci. Écoutez, même si ceux à qui vous devriez voter ne sont pas ici, peut-être qu'ils le seront dans 5 ans, dans 10 ans, mais alors choisissez le moindre mal. Ah bon? Vous voulez écouter la bande ici, tout de suite, là, à l'Okosa? Non, on va pas l'écouter. Très bien. Alors, il a dit, et je ne parle que sur des preuves, le président de la République sortant, candidat à sa propre succession, l'a dit à l'Okosa. Peut-être dans un contexte que vous n'avez pas su saisir. Le contexte électoral actuel. Et donc, c'est ce que le président a pu dire. Et donc, ce sont ces éléments qui me permettent, moi, de fonctionner, de travailler. C'est-à-dire, le chef d'État s'est rendu compte lui-même. Ça ne va pas. Donc, il n'y a que des mots. Il faut choisir le moyen. Il constitue un mal. Patrice Talon a promis lors de sa tournée de reddition de comptes qu'il fera tout pour que les démocrates soient au rendez-vous, mais au finish, on constate que les démocrates n'ont pas eu de parrainage nécessaire pour participer à cette élection. Est-ce que Patrice Talon a dribblé les démocrates ou bien les démocrates se sont fait exclure de l'élection? Chers confrères, ne faisons pas le procès de Patrice Talon. Moi, je ne veux pas faire le procès d'un homme, d'une personne. Non. Je crois que c'est un système, nous évoluons dans un système. La démocratie, on a un État. Donc, lorsque on dit Patrice Talon, et c'est aujourd'hui, je crois, l'erreur de l'opposition. L'opposition qualifiée d'opposition radicale, d'opposition dure. Parce qu'on a comme l'impression qu'ils sont braqués vers un homme. Ils sont braqués vers un seul homme.
du nom de Patrice Talon. Dans une maison, il y a toujours un père de famille, il y a un responsable qui endosse tout. On peut combattre un pouvoir, mais se retourner contre un seul homme, c'est le nom de l'opposition. Il y a quelqu'un qui incarne le pouvoir, c'est Patrice Talon aujourd'hui. Mais écoutez, le parrainage, mais c'est institué par une loi, non? C'est institué par une loi. Mais ceux qui ont tout le temps contesté la loi du parrainage, ceux qui ont tout le temps contesté la loi électorale, le code électoral, l'achat des partis politiques, d'accord? Nous avons entendu dire ici au Bénin, parce que, attention, avant de parler de campagne, avant de parler de tout ce que mon vis-à-vis vient de dire, ce que je lui concerne, mais écoutez, il y a quelques mois, il était question de loi électorale. Ils étaient où? Vous êtes d'accord avec moi ici? Je mets quiconque au défi qu'ils ont contesté, combattu ces lois électorales-là. Mais jusqu'aujourd'hui. Mais les mêmes qui ont combattu ces lois électorales-là, qui ont dit, mais certificat de conformité, c'est quoi ça? Récépissé et provisoire, d'où cela sort, tout ça, nous, dans ce pays, on n'a pas ils ont, les mêmes sont allés remplir les formalités pour devenir des partis légalement constitués. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vu les mêmes, notamment les démocrates, n'est-ce pas, aller déposer leur dossier. Parce qu'avant de dire, nous n'avons pas de parrainage, car on a eu sans juger ceci, cela. Mais comment est-ce que les lois que vous avez contestées, des politiciens, des acteurs politiques de bonne foi auraient dit, nous combattons cela jusqu'au bout? Ils sont allés déposer avec Rekia Amadou et son policier, Patrick Dimon. Mais vous allez vous demander, mais ceux-là, mais nous sommes au Bénin ici. Mais pourtant, ils ont contesté ces lois-là. Oui, ils ont déposé. Et Rekia Amadou a bien dit qu'ils vont faire des démarches. Ça suppose que les lois scélérates, n'est-ce pas? Les lois pour lesquelles on a fait le procès à un chef d'État pour dire non, que c'est une manière de confisquer tout et de vouloir faire ceci, cela. Ces mêmes-là sont allés déposer encore et sont rentrés dans le processus qui devait les conduire, n'est-ce pas, leur candidature aux élections. On ne peut pas faire ce procès-là au chef de l'État dans la mesure où le parrainage, ça se négocie. D'accord? Quand le chef de l'État dit mais tout est ouvert, mais en les rassurant, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour avoir le parrainage? Ils sont allés croiser les bras pour attendre la loi tomber au du ciel. Vous voulez dire Madougua dit qu'ils ont fait des démarches pour avoir de parrainage, mais ils ne l'ont pas eu. Les députés ont confirmé qu'ils ont été à Lomé la rencontrer. Aller à Lomé la rencontrer. Nous sommes ici, les élections, c'est une affaire du Bénin. Les députés sont allés à Lomé rencontrer Rekia Amadou. Alors que les élections sont organisées au Bénin, donc vous comprenez un peu qu'il y a quelque part où ça vient. Les élections, c'est une affaire intérieure du Bénin. Et on va à Lomé. Dans le cas des élections, on va à Lomé. Pourquoi? Les élections du Bénin, c'est les élections togolais. Ah non, je n'ai pas vu de députés togolais, ni d'hommes politiques togolais venir ici au Bénin dans le cadre des élections togolais. Donc vous devez comprendre quelque chose, que le verre est dans le fruit. Et quelque part, vous devez comprendre que ce procès-là est inutile, dans la mesure où vous devez constater que le président de la République, qui est candidat à sa propre succession, je dis une chose. Lorsque vous exigez des conditions pour les élections, dans aucun pays, un parti aussi dans le pouvoir qui a l'intention, n'est-ce pas, de reconquérir ce même pouvoir-là, ou un candidat, ou un chef d'État, qui est en fait de mandat, qui a l'intention d'être candidat à sa propre succession, en matière de politique également, on peut vous créer toutes les conditions favorables, mais on ne peut jamais, en tant qu'adversaire politique, en tant qu'opposition, vous donner les armes qu'il faut, celui qui veut reconquérir le pouvoir, il vous donne toutes les armes qu'il faut, et il s'assoit tranquillement pour vous laisser, n'est-ce pas, prendre le pouvoir. Ça ne se fait pas. Donc, les stratégies entrent en lieu. Vous voulez dire que le candidat sortant choisit ses adversaires pour ne pas se faire humilier, c'est ça que vous voulez dire? Je n'ai pas prononcé le mot adversaire ici. Je n'ai jamais dit ça, c'est vous qui le dites. Je n'ai pas dit le candidat sortant choisit ses adversaires. J'ai dit les conditions imposées par la loi sont là. Chacun s'efforce, n'est-ce pas, de se conformer à ces conditions-là pour aller aux élections. N'est-ce pas? Le président de la République, il a des partis qui le soutiennent, n'est-ce pas? Les députés sont là pour accorder le parrainage. Les maires sont là pour accorder le parrainage. Il revient aux partis d'opposition qui veulent, n'est-ce pas, aller aux élections. Étant donné que la loi l'impose, il revient à eux de négocier et d'avoir le nombre de parrainages qu'il faut. Mais aujourd'hui, si une chose est claire, et s'ils ont le nombre de parrainages, ça suppose qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Est-ce que leurs dossiers sont conformes à la loi? Est-ce qu'ils ont eu les 16 parrains demandés par la loi? Le conseil qu'ils n'ont pas eu, donc il n'est pas question d'exclusion. Ils n'ont pas fait les démarches qu'il faut. Et vous êtes d'accord avec moi, vous avez encore, au sein de cette même opposition, certains ont dit qu'ils sont prêts. Éric Ngounoté, au moment du dépôt des dossiers, qui va le nier ici, mon vis-à-vis ne va le nier, a dit qu'eux, ils n'en veulent pas. Si on leur en donne, ils n'en veulent même pas. Il a dit ou non.
Est-ce que Maduro a dit la même chose? Ça veut dire que la contradiction, c'est aussi même l'opposition. Ils se sont combattus et le résultat, c'est les échecs. Voilà. Monsieur Adango, vous savez, pense que les opposants n'ont pas respecté les lois, les textes de la République. C'est pourquoi ils sont hors de la course à la présidentielle du 11 avril prochain. Et je pense que vous êtes en train de faire des mouvements quand ils étaient en train de parler. Vous ne partagez pas du tout son point de vue. Oui, évidemment, c'est tellement drôle. Pourtant, nous disons quelque chose de sérieux ici sur ce plateau. Mais les arguments de mon confrère et contradicteur sont évidents. Je voudrais me refuser de dire que ces arguments sont d'une petitesse. Je ne voudrais pas le dire. Ces arguments sont ces arguments, mais je trouve quand même qu'il l'aurait trouvé encore mieux à dire. Malheureusement, il n'avait pas. Et ça ne tombe pas d'ailleurs. Lorsque ce que vous voulez dire n'a pas de la consistance, vous êtes obligé de considérer et dire autre chose. Mais ce qu'il dit, c'était logique. Tantôt, mon confrère et contradicteur dit il faut se conformer, il faut aller négocier. Tantôt, il dit les faits sont tels que ça ne va pas sauver. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on reste focus sur les démocrates pour fausser le débat. Non, non. Il n'y a pas que les démocrates, le parti des démocrates qui est introduit des requêtes pour avoir les. Il y a le père, il y a des résultats. Prenons même tout simplement le parti de Dadaï Koti, qui, on l'a vu, s'est démarqué d'une certaine philosophie qui consiste à être derrière qui, vous savez, comme ça, que le. Il a tenu un langage assez épuré, et déjà ça ne plaît pas. C'est-à-dire, où est-ce qu'il faut le classer? Est-ce que c'est pas un opposant celui-là? Déjà, peut-être on s'est fait cette idée. Avec un espoir du ciel, il a montré les preuves, il a fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Moi, je parle sur la base de preuves, d'éléments tangibles. Mais je ne ferai pas comme mon confrère qui dit, oui, non, rien fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu. Le PER a fait, j'ai reçu les documents, les espoirs du ciel, il a tout fait, il n'a pas eu de parrainage. Il ne pouvait pas en être autrement. Quand vous n'êtes pas d'élu, comment pourrez-vous espérer obtenir de parrainage? Alors, dans le même temps, ici, dans ce pays, on a vu des gens monter au créneau, y compris même le président de la Sénat monter au créneau. Mais à mon sens, il n'a jamais dit, sauf les partis qui ont d'élu, devraient avoir de parrainage. Nous, on avait déjà, en son temps, dénoncé cette arnaque de parrainage. Les faits nous donnent raison aujourd'hui. On a dit, mais là, c'est du pipeau. Parce que on a exclu au départ ceux qui prétendaient aller aux élections législatives. Au moment où, dans d'autres pays, les gens refusent d'aller même aux élections, ici, l'opposition s'est battue bec et ongle pour aller aux élections. Elle a été éliminée. En 2019, il y avait un problème au Parlement. Les députés devaient quand même se réunir pour réviser la Constitution, pour permettre à ce qu'on aille aux législatives. Ils n'ont pas pu s'accorder. Le chef de l'État a dit... Ils ne peuvent jamais s'accorder. Même le chef de l'État aussi ne pourra pas s'accorder dans la mesure où l'objectif visé était d'exclure. C'est une question d'exclusion. Ça, beaucoup le dites. Oui, bien sûr, je le dis. Et puis, j'en endosse l'entière responsabilité. J'ai le doigt assez rond. Ce n'est pas après 30 ans d'exercice de métier que je vais faire... Ah non, 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 pas du tout. Je dirais ce que c'est, parce que j'ai bien observé. Le chef de l'État dit, si j'étais à leur place, je ferais tout pour prendre part à ces élections. Je ne voudrais pas faire de parallèle ici, mais il y a tellement, ces dernières heures, il y a eu des faits qui donnent raison à ceux qui ont fustigé ce genre de choses. La frustration qui est née de cette exclusion depuis les législatives a continué. Et nous avons au présidentiel, où le chef de l'État se retrouve seul. Et lorsque on est journaliste, on vient sur un plateau de télé pour dire oui, mais c'est parce que tel a dit que si même on nous le donne, on ne prendrait pas. Celui-là a dit aujourd'hui, je les vois mal à l'aise dans leur peau. Ceux qui disaient hier, mais l'opposition n'a rien fait pour y aller. Cette même opposition, il lui a reproché aujourd'hui d'avoir tout fait malgré qu'elle ait dénoncé les lois. Mais je peux dénoncer une loi parce que l'histoire a démontré ici que lorsqu'on dit je ne suis pas d'accord, on dit que c'est parce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'a pas été là. Le gars dit je ne suis pas d'accord. D'accord, je ne suis pas d'accord parce que c'est mauvais cette loi, mais je vais m'y conformer. Parce que je vais arracher le pouvoir. Ici, conforme, on lui refuse le parrainage. Vous voulez qu'il aille inventer qu'il aille prendre le parrainage en France? C'est ici que ça se passe. Un seul des candidats en a eu 116 ou 118. Alors, c'est un drame. Et ne pas le reconnaître aujourd'hui, bon, mais c'est accepter cette fatalité. Mais moi, je dis c'est un drame. Le chef de l'État l'a reconnu, pas plus tard qu'il y a 48 heures. À l'opposé, il a fait une déclaration. J'ai la déclaration ici.
Quand on me dit pas que c'est faux, je l'ai ici, je vous ferai dérouler la parole si jamais si ce plateau que je me dis que c'est faux. Monsieur Kandako, est-ce que les députés qui sont actuellement à l'Assemblée de la 7e, 8e législature n'ont pas commis un péché en demandant que les gens aient des parrains en 2021 quand ils savent qu'au Parlement, les opposants n'ont pas de représentants et que les communales de 2020 n'étaient pas partis pour donner des élus, 16 élus au moins aux opposants? Est-ce que les députés, ce ne sont pas eux qui ont mis la charrue avant les bœufs et aujourd'hui on est en train de traverser cette situation? Non, ce sont cette polémique-là. Ce que vous dites, c'est ça tira. C'est cette polémique parce qu'il n'y a pas de loi à faire pour dire que, puisqu'on n'a pas de députés à l'Assemblée, il n'y a pas de. Non, on ne fait pas une loi. Mais on sait que sur le terrain politique, un opposant ne peut pas parler mouvancier ni le contraire. La loi, il n'y a pas de loi pour la mouvance, il n'y a pas de loi pour l'opposition. Une loi, ça s'applique, n'est-ce pas, à tout citoyen, que vous soyez acteur politique, que vous portiez le manteau d'opposant endurci, la loi s'applique à vous. C'est pourquoi, dans le processus, à un moment donné, il faut se battre avec le président. Lorsque vous choisissez, n'est-ce pas, de boycotter les élections, parce que c'est la stratégie de certains opposants. Comment se battre quand on sait que le Parlement était déjà rempli de gens de la mouvance avant que la loi de parrainage ne soit votée? Comment vont-ils se battre encore pour avoir des parrains? Non, écoutez, même pour les législatives, je crois que personne n'a refusé aux députés, aux opposants en question d'y aller. Mais la loi a été votée après l'élection législative. Ça dit que ce sont les députés de la mouvance qui ont voté la loi. Même après les élections législatives, face aux contradictions, face aux contestations, les problèmes qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu une certaine ouverture, une certaine volonté, n'est-ce pas, de corriger ce qui est corrigeable. Et même une commission a été mise sur pied, bipartite, rassemblant des députés de la mouvance, de l'opposition, tout ça. Certains ont pris l'engagement, n'est-ce pas, de travailler dans cette commission, mais après, ils ont reculé. Donc, c'est pour vous dire que j'ai comme l'impression que nous avons affaire à des perdants, de mauvais perdants. Des gens qui ont choisi une stratégie, c'est leur droit, nous sommes dans une démocratie. Ceux qui ont choisi de ne pas aller aux élections, ceux qui ont choisi de boycotter les élections, ceux qui ont choisi de ne pas aller dialoguer, de ne pas aller discuter, c'est de leur droit. On n'ira pas les tirer de la maison. Aucune loi n'importe pas ça. Il n'y a pas de pénalité pour ça. Lorsqu'un acteur politique dit, écoute, moi, je décide ceci-là, je dénonce, je critique, je ne vais pas faire ceci-là, on n'ira pas le tirer de force. Ça aussi, c'est sa position, c'est sa volonté. Il est libre de le faire. Mais lorsqu'il le fait, il ne faut pas que demain il vienne pleurer. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que la conséquence logique de cette attitude et de ce comportement de ces acteurs politiques de l'opposition à l'époque, qui ont refusé tout compromis, qui ont refusé de négocier quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui on cherche des boucs émissaires. Il ne faut pas qu'on le cherche aujourd'hui. Et je crois que nous sommes dans un processus où tout évolue. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que ici c'est le feu, c'est le drame et que c'est le plus mauvais dans tout le monde entier. Les élections, au Bénin ici, les élections ailleurs, en France, aux États-Unis, partout, en Afrique. Non, le Bénin ne fait pas une exception. Et lorsque tout à l'heure, mon vis-à-vis parlait de démocratie, que le Bénin ne va rien inventer tout ça, non. Nous n'avons pas fait de ministre. Monsieur Jos Perzo, écoutez, nous ne sommes pas tenus de faire la démocratie à l'occidentale, à la française. Non, mon cher ami. Nous ne sommes pas tenus de faire ça. Nous avons des réalités ici. Donc, dire que non, que nous n'avons rien à inventer, ce n'est pas vrai. Ça veut dire que nous devons faire du suivisme. Ah, voilà, tout est déjà établi. Il faut suivre ça. Nous avons nos propres réalités ici. Monsieur Joe Perzo. Donc, écoutez, ceux qui ont des difficultés aujourd'hui ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections sans les lois. Donc, il fallait être présent au moment de l'élaboration des lois. Il fallait être présent pour exprimer sa position, n'est-ce pas, pour combattre véritablement, pour faire en sorte que ce qu'on pense que ça, c'est ce qui est bien pour le pays, on le fasse passer. Si on ne le fait pas, je crois que plus tard, on n'a pas de raison de pleurer. C'est Jérémie, je crois que c'est inutile. Patrice Talon a déclaré à maintes reprises qu'il n'a pas d'idéologie, mais qu'il est pragmatique. Est-ce que face à cette situation-là, au vu des pouvoirs que la Constitution lui confère, ne peut pas, de son pragmatisme, prendre des décisions pour que le Bénin soit un pays de paix, comme il a toujours été? Ah, mon cher ami, donc, allons là, être un bon chef d'État, être pragmatique, c'est de se lever un jour pour dire, je ne sais pas, au nom du pouvoir de la présidence, je remets en cause toutes les lois qui sont votées, je décide que ceci. Non, juste pour une transition paisible. Il y a la séparation des pouvoirs. D'accord? Il y a la séparation des pouvoirs. Et ne demandez pas au président de la République d'aller demander qu'on a mis le parrain sur. Non! Les lois, le vote des lois, ça relève de la prérogative des députés.
le contrôle de l'action gouvernementale, ça relève de la prérogative des députés. Donc ne demandez pas que le président de la République s'immisce dans ça et que au nom d'une certaine opposition qui veut que vraiment tout puisse aller en sa faveur. Non. Mais il a fait en 2019, pour les législatives, il a réuni toutes les parties prenantes. Après, il a réuni les présidents des institutions, ils ont pris des décisions. Pourquoi ne peut-il plus répéter encore la même action? Écoutez, moi je pense que la meilleure formule et la voie ultime, c'est le dialogue, c'est tout. Mais demander à un chef d'État, n'est-ce pas, de remettre en cause toutes les lois votées et de retourner aux anciennes lois. Encore que personne ne peut me dire ici que les anciennes lois sont parfaites. La Constitution, nous sommes en train de l'appliquer depuis 1990. On ne va pas me dire aujourd'hui, la Constitution que certains réclament à corps et à cri, comme si, après 20 ans, 30 ans d'application, tout est parfait, il n'y a pas eu d'insuffisance, tout est bon. Je crois que ça, c'est limite. Il y a des insuffisances. Et même ceux qui sont de l'opposition, certains qui sont de bonne foi le reconnaissent. Pour dire que depuis 90 jusqu'à ce jour, nous avons reconnu qu'il y a des forces, il y a des faiblesses, il y a également des insuffisances. Et que chemin faisant, il faut corriger. Mais ceux qui sont conservateurs, qui pensent que, telles que les lois sont votées depuis 90, il faut les laisser telles, mais je dis non. Après des dizaines d'années d'application, il faut voir là où il y a des insuffisances et corriger. Donc, en fait, cette guerre que nous observons aujourd'hui, ce n'est qu'une guerre entre conservateurs d'une opposition radicale ou peut-être extrémiste et entre les réformateurs qui disent que contre les grands évarés, nous voulons avancer pour le bien du pays. J'espère que les extrémistes pensent que Patrice Talon doit descendre le 5 avril prochain à minuit et les réformateurs pensent qu'il doit finir son mandat le 23 mai. Vous, à quel scénario peut-on s'attendre quand on sait que l'opposition est toujours vent debout contre le prolongement du mandat de Patrice Talon? Chers confrères, avant toute chose, je voudrais qu'il y ait une petite correction ou un correctif en ce qui concerne le mot extrémisme, parce que je ne sais pas si cela est adéquat par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Mais ceci m'amène, en attendant que vous corrigiez cette perception de la chose, je ne suis pas prêt pour répondre de ce qu'il y a d'un côté des extrémistes et de l'autre des réformateurs. Je ne suis pas d'accord pour que ce genre de débat. Mais nous avons cela. Je voudrais dire ceci. Un petit rappel à l'attention de mon cher contradicteur. Je voudrais qu'il sache que dans ce pays, un peu avant les dépôts de candidature, ou alors au cours des dépôts de candidature, des partis de l'opposition, un parti d'opposition tout au moins, avec des preuves à l'appui, a pu déposer sa caution. Ce n'est pas 50 francs CFA, c'est 50 millions de francs CFA. Celui qui ne peut pas aller aux élections, va-t-il le faire? Celui qui ne veut pas de parrainage, après avoir déposé sa caution, a introduit un parti qui est régulièrement autorisé au fait d'obtenir le parrainage, les 16. Ils n'ont pas vu. Ils ont déposé quand même les 50 millions de francs CFA de dépôt de caution. Juste, je ne peux pas dire si cela traduit la bonne foi ou la disponibilité. Je veux fermer cette parenthèse pour dire si vous êtes d'accord qu'il n'y a pas d'extrémistes. Il y a les conservateurs et les réformistes, et les réformateurs. Il n'y a pas de conservateurs que je sache. Ce n'est pas lorsque l'on dit. Vous savez, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ça se fait, des erreurs. Mais vous savez, lorsque vous êtes sur le champ de crime, ceux qui ont fait la criminologie, vous êtes tenté, vous êtes amené à commettre tellement de bévues que parfois vous êtes pris à votre propre piège. On est dans un jeu politique, d'accord, mais lorsque ça devient récurrent ou c'est exacerbé à un point donné, les erreurs s'amoncellent. C'est ce à quoi on a assisté. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le chef de l'État est élu et a prêté serment. Le jour de prestation de serment, si vous l'avez écouté, le corps constitutionnel, je vais l'appeler ainsi, lui rappelait: votre mandat commence tel jour et prend fin tel jour. Il y a eu une nouvelle constitution nulle part dedans. On a eu l'intelligence et l'astuce de glisser. Le nouveau chef d'État prend fonction temps à temps, malheureusement. Et c'est ça en fait le crime. Aucun crime n'est parfait. Ce crime-ci n'a pas pu être parfait. Et si dire, attention, les tests tels que c'est doivent respecter telle démarche, si il y a dans cette République des gens assez intelligents pour le dire, qui doivent être considérés comme des extrémistes ou des conservateurs, je préfère me mettre dans le camp des conservateurs parce que je suis très légaliste.
très réaliste. Je voudrais partir sur des bases réelles. Je voudrais mettre quiconque au défi de me dire que dans le nouveau test, qui a été notamment d'ailleurs, nous allons prendre tout le reste, qu'on me montre les passages qui disent à partir de maintenant, c'est comme ceci que le chef de l'État. Mais le chef de l'État actuel, son mandat prend fin effectivement le 5 à minuit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la loi reste muette sur la question. À quel niveau? Quelle loi? La loi n'a pas dit que le chef d'État actuel finit son mandat le 5 avril et l'autre va commencer. Je voudrais retenir, et les archives existent à ce niveau, et vous êtes capable pour me montrer des archives qui disent le contraire. Par contre, moi, ce que je dis, les archives existent. Lorsqu'il y a une passation, enfin, du moins, une prestation de serment à Porto-Nouveau, ça a été rappelé, la bande existe. Lorsque vous avez voulu changer les choses, il fallait être suffisamment assiché pour glisser à l'intérieur ce qui vous plaît, parce que vous avez tout autour de vous. Quelqu'un parlait tantôt ici de séparation de. Je ne sais pas si c'est dans un rêve, ou si c'est dans un futur lointain. C'est une réalité au Bénin? Non, ce n'est pas une réalité. Non, je vous en prie, il n'y a plus de séparation de pouvoir, je l'ai dit. Donc, s'il y avait séparation de pouvoir, on va voir comment fonctionne. Chaque institution joue son rôle. Devrait pouvoir jouer son rôle. Devrait pouvoir. Et on devrait sentir, n'est-ce pas, une sorte de position claire et nette, parlant de ci et de ça. Surtout, la plus belle preuve, c'est d'aller voir comment fonctionne aujourd'hui notre justice. Allez voir comment fonctionne notre justice. Je ne voudrais pas ici polariser l'attention sur des faits mineurs. Je considère que c'est des faits mineurs. Mais vous savez, ici, il y a des citoyens qui sont recherchés par la justice avec des mandats d'arrêt. Il y en a qui sont arrivés, même avec leurs oripeaux de députés, ont été embastillés, maltraités dans les allées des tribunaux de ce pays. Par contre, nous sommes ici, il y a encore des citoyens recherchés avec mandat d'arrêt qui ont même déjà été arrêtés dans des pays étrangers, mais qui aujourd'hui sont là, ils sont rentrés parce qu'avec le parapluie supportant le chef de l'État. Je dis la séparation de pouvoir, la séparation de pouvoir n'est pas effective, malheureusement aujourd'hui. Et ça, le dire et crever, je préfère le dire et crever que de ne pas pouvoir le dire et jouer aux hypocrites et aux aveux. Nous n'avons aucune preuve que le mandat émis contre X ou Y toujours en cours ou a été invalidé. Vous voulez la capture d'écran, vous voulez la capture d'écran, la justice sur le site du gouvernement, c'est la justice qui vous voulez le droit. Ça c'est à moi que vous posez la question, mais vous posez la question à celui-ci. C'est moi qui ai la parole. C'est la justice. Et je ne permettrai à personne d'autre d'intervenir. Il a déjà pris la parole. Il a rebondi sur ma question. Si je vous parler, il ne parle pas. J'ai été assez poli jusque-là. Permettez-moi de reposer ma question. Jusque-là, la justice n'a pas dit qu'il a annulé ou que le mandat d'arrêt est toujours en vigueur. On ne sait pas ce qu'il en est. C'est seulement la justice qui peut nous dire aujourd'hui qu'elle a annulé le mandat ou que le mandat est toujours en cours. On ne peut pas rester et suppiter. Tout à fait, mon cher confrère. J'ai dit, voilà un fait mineur. Il y en a d'autres majeurs. Et je ne suis pas ici pour faire le recensement de ce genre de déviance que nous notons aujourd'hui au niveau de la République. Je pleure pour la justice de mon pays parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et ça m'engage. Et je le dis. Très rapidement, M. Ganako. Mon frère Folie. Ouais. Je vous dis de prendre acte du fait que, parce qu'en réalité, il est en train de parler de Pascal Tavès. Moi, je le dis. De parler de Pascal Tavès et de l'autre qui est venu récemment, connu comme opposant endurci, très critique. Et ceux-là, je crois que s'ils sont des opposants responsables, ce qu'ils ont dit il y a encore quelques années, ce n'est pas possible qu'un pouvoir aille là-bas, de les céder aux gens à l'exil, même si ici, on suppose que il y a la force, il y a des abus qui font qu'il ne peut que dire ceci en faveur du pouvoir, mais de l'extérieur, ce pouvoir, le pouvoir du président Talon, est-il capable d'aller là-bas, leur dire, écoutez, maintenant, soyez avec moi, venez au Bénin. Est-ce que c'est possible? Ils sont venus de leur propre gré. Même si certains pensent qu'ils font allégeance aujourd'hui au pouvoir. Quand quelqu'un dit que lui s'est trompé, quand quelqu'un dit que de là-bas, que tout ce qui se disait là, que c'était l'intoxication, que quand on est loin
on n'arrive pas à apprécier toutes les réalités du pays. Et que tout ce qu'on lui disait, tout ce qu'on lui apportait comme information, c'était de l'intox. C'est lui qui l'a dit. Oh, hier, vous voyez celui-là. Vous voyez sa position radicale, aussi radicale et critique envers le pouvoir. L'opposition aurait applaudi si ça pouvait continuer aujourd'hui. Lorsqu'on est opposant, ce qu'on dit, on va jusqu'au bout. Si on a la conviction d'être de bonne foi, si vous êtes de bonne foi, mon cher Fouly, que c'est une mauvaise gouvernance, que c'est vraiment la démocratie qui est en danger, ce que vous dites, je crois que vous restez, n'est-ce pas, en solidarité avec vos autres, comment dire, partisans de l'opposition, et vous menez le combat jusqu'au bout. Mais lorsque vous rentrez, vous reconnaissez que vous avez été induit en erreur, je crois que c'est de leur propre goût, c'est de leur propre responsabilité. Ne cherchons pas encore sur les raisons ailleurs. Puisque nous parlons de la justice, nous allons rebondir sur l'affaire Sébastien Adjavon. La CADHP a rendu des arrêts il y a quelques jours. Il y a des décisions favorables au Mania de Volaille, d'autres décisions défavorables à Sébastien Adjavon. Est-ce qu'aujourd'hui, ces décisions pourront avoir d'impact sur le processus électoral en cours au Bénin? Quel impact ça va avoir? Quelqu'un qui réclame 300 milliards et la Cour estime que non, qu'il n'a pas pu apporter la preuve matérielle nécessaire, mais quel impact cela va avoir sur les élections? Moi, de mon avis, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun rapport avec les élections. Nous avons un combattant, un citoyen, reconnaissons aujourd'hui que notre souhait est qu'il revienne au pays. Mais qu'on le veuille ou non, vous avez dit tout à l'heure, contrairement à mon vis-à-vis, qui a commencé par tirer une conclusion pour dire que non, et vous l'avez rappelé, mais attention, la justice n'a jamais dit que tel mandat-là, c'est annulé au gouvernement. Non, on attend. Donc, je dis, c'est un compatriote qui est à l'extérieur aujourd'hui. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on dise que non, il a raison, il a tort, ce n'est pas personne qui va le dire. Aussi bien que ça soit une affaire de cocaïne, que ça soit une affaire, ceci-là, des crimes de droit commun ou ceci, cela. Tu es d'accord avec moi que, cher Fouly, ce n'est pas toi qui tranche et qui donne le verdict, ce n'est pas toi. Que mon vis-à-vis ne pense pas que nous avons une justice véritablement indépendante ou impartiale, c'est de son droit. C'est de son droit, parce que là, on ne peut pas le forcer. Mais moi, je pense que, quelle que soit notre position, ceux qui sont aujourd'hui proches du pouvoir, que ce soit les citoyens simples, qui pensent que non, telle décision, tel arrêt, non, c'est pas bien, le Bénin viole ceci ou cela, c'est bien, mais ceux qui pensent le contraire aussi, c'est bien. Mais, au finish, c'est la justice qui tranche qui a le dernier mot. Donc, je pense que ça n'a aucune rédaction sur les élections. Des arrêts de la Cour des droits de l'homme qui n'ont pas été respectés, le Bénin n'en fait pas une exception, et je crois que les cas où la Cour condamne le Bénin, ce n'est pas le même cas avec d'autres pays. Il y a d'autres pays également qui n'ont pas exécuté ces décisions-là, ce n'est pas le même cas. Et ça dépend dans chaque pays commun, n'est-ce pas? Vous prenez la chose. Le Bénin est un État souverain. Et s'il fallait, à tout bout de champ, une fois qu'une cour, un organisme de droit se lève et dit ceci, cela, non. Écoutez, on le répète encore, les élections, c'est une affaire interne au Bénin. Et je crois que sur ces questions-là, c'est trop facile que pour, comment dire, un individu, une personne, on arrête tout le processus. Si ce n'est que pour Adjavon qu'il faut arrêter tout le processus, alors qu'il y a bien d'autres là qui sont de l'opposition également, qui n'ont pas les mêmes raisons de se plaindre ou de critiquer que Adjavon. Donc on ne peut pas sur la base d'un seul individu, un pays, un État souverain, dire qu'il faut arrêter le processus électoral. Le Bénin ne fait pas une exception. Donc allez chercher les autres États également, qui pour d'autres raisons, n'est-ce pas, pour d'autres motifs, n'ont pas pu respecter les décisions, les arrêts de la Cour. On vous aura compris. La Cour demande à l'État béninois de revenir sur la Constitution de 90 pour permettre à tout le monde d'aller aux élections, mais le Bénin brandit sa souveraineté pour dire qu'il est un État souverain. Est-ce que dans cette saga juridico-politique, Adjavon sera finalement un mauvais perdant? Cher confrère, j'espère que j'ai la parole. Oui. Je voudrais faire remonter ceci à notre attention tous. Dans un pays imaginaire, il y a quelques années, dans un film imaginaire aussi, il y a un acteur politique qui disait un État qui ne respecte pas les décisions de justice, un État foyer. Ça s'est passé dans un film. Heureusement que c'est un film. Oui, je ne sais plus lequel titre ce film portait, c'était comme cela. Et je suis tout à fait d'avis avec cet acteur politique pour dire, c'est vrai, un État qui ne respecte pas les décisions de justice, un État foyer. Un État qui est en consigne dans la bonne grâce. Je ne voudrais pas que ce soit un pays, mais j'ai l'impression que nous sommes en train de tricher cet État imaginaire, foyer, qui ne respecte pas les décisions de justice. En ceci que, votre question, vous savez, les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme du peuple, si certains ici ou ailleurs pensent que ça s'arrête juste
aux encablures de Cotonou, juste aux encablures des années 2020, 2021, ceux-là se foutent les doigts dans l'œil. Non. Quand on parle de souveraineté, la vraie souveraineté, ce n'est pas lorsqu'on se refuse de respecter les visions des juridictions internationales. Ces mêmes juridictions internationales ont sauvé les combattants dans ce pays qui étaient en exil. Et c'est cela aussi. Maintenant, si on se décide d'être voyou, de ne pas respecter les règles du jeu, cela va de soi. Mais on ne peut pas rester voyou tout le temps. On ne peut pas rester fort tout le temps. On ne l'est pas. Vous avez fait une comparaison. J'ai une mission choisie. Je suis en train de parler de film. On est dans la fiction. Oui, c'est cela. C'est une fiction où quelqu'un a cru fondamentalement que ne pas respecter une décision du juge, c'est être un voyou. Mais je dis, si on ne respecte pas, c'est qu'on est voyou. Maintenant, si le Bénin ne respecte pas, le Bénin est voyou. Mais on est souverain. Après je dis, la vraie souveraineté, c'est de respecter les règles qu'on s'était fixées soi-même. La Cour africaine, nous oublions que le Bénin a fait des protocoles, des accords, des instruments internationaux. Et cette Cour est suprême. Je n'apprends rien à personne ici, moins encore à mon fils d'amis, pour dire, lorsqu'on dit que c'est suprême, ces règles-là s'imposent à nous. Maintenant, si, lorsque ça ne nous arrange pas, on parle de souveraineté, vous savez, c'est dans le même sillage qu'il y a eu une décision qui n'est pas favorable à j'ai vu, cela a été pris dans le pain. Voilà, il a été député. C'est beau d'entendre cela. Bien. Et puis, dans le même jeu, on met de côté ce qui n'arrange pas. Mais je trouve que lorsqu'on procède ainsi, ce n'est pas de la souveraineté qu'il s'agit. Écoutez, parlant de souveraineté, on a vu ces dernières heures, il y a eu des scènes à l'international qui ont montré à quel point il est malaisé, il est hypocrite d'user de souveraineté lorsque on veut s'arroger une part de complexité, créer des contradictions, et lorsque ça ne vous arrange pas, vous ne parlez plus de contradictions, ou ainsi de suite. Donc moi je dis que l'État du Bénin accepte de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas accepté aujourd'hui, sachez que demain, ça va s'imposer au pays. Ah oui? Oui, je m'en vais vous le dire. Et c'est aussi simple que cela. Il faut l'apprendre aux enfants qui sont en classe de CE1. Les décisions qui sont aujourd'hui prises par la Cour africaine des droits de l'homme pour réparer ci ou ça, ou pour aller dans telle ou telle sens, s'imposent, sont là. Jusqu'à demain. Quand je dis demain, c'est jusqu'à l'avenir. Et donc, ce n'est pas lorsque quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui dit « Bon, mais moi je ne respecte pas » que ça s'éteint. Ça s'éteint pas. S'il y a des dommages et intérêts contenus dans cette décision, ça s'imposera au pays dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Finalement, c'est le Bénin qui perd, parce que si la décision va s'imposer plus tard, c'est le contribuable béninois qui va... Je laisse les prophètes et les devins tirer leurs conclusions. Et on souhaite que cette cour-là survive aussi longtemps que possible, si ces décisions sont vraiment des décisions impartiales et qui vont dans le sens du bien et dans le sens de l'intérêt général. Parce que c'est aussi ça, que ces décisions qui sont aujourd'hui contestées, des décisions contestées, contestables, n'est-ce pas? Que ces décisions qui donnent l'impression d'une prise de position, d'un acharnement, n'est-ce pas? Ou carrément d'une prise de position contre un camp, en défaveur de l'autre. Je pense bien que si ces décisions-là restent telles, nous restons là. Moi, je ne suis pas prophète pour le dire. Nous restons là pour voir, puisque le Bénin n'est pas le seul conseil, pour voir si ces décisions-là peuvent faire suivre la Cour aussi longtemps que nous le prévoyons. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous n'allons pas finir sans faire un clin d'œil au sujet concernant les écureuils. Ils ont failli être exclus de la compétition australienne mardi dernier. En tant que Béninois, qu'est-ce que vous avez vécu en cette période-là, en 5 ans de temps, lorsque les écureuils ont été déclarés, les barons de l'équipe ont été déclarés positifs à la COVID-19, alors qu'ils ont été testés négatifs avant d'embarquer pour la Sierra Leone? J'ai entendu des voix s'élever pour dire, parce que je viens à Perzo tout à l'heure, j'ai entendu des voix s'élever pour dire, mais ça c'est du banditisme. C'est du banditisme, c'est de l'escroquerie, en parlant de la Sierra Leone. Est-ce que je suis tenté de dire que c'est un État voyou? Je n'ai pas dit que. Parce que là, je suis tenté de dire que c'est un État voyou. Parce que là, je ne le dirai pas pour mon pays. Puisqu'il aime tellement le mot voyou, je crois que ça, les faits sont là. Il a eu dans un film. Les faits sont là, palpables. Imaginez un médecin qui déclare, ou 5 ou 6 joueurs du Bénin, n'est-ce pas, sont positifs, alors que des tests ont été faits ici.
Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? On peut faire des comptes visites, revoir les examens. Aujourd'hui, la technologie a évolué, la science a tellement évolué. Vous pensez que c'est si difficile ça? La CAF, Confédération africaine de football, la FIFA. Mais si ce médecin, il est aussi compétent qu'on ne peut pas mettre en doute, n'est-ce pas, ces résultats, je crois qu'il y a la contre-expertise, d'autres très rapidement. Et cette contre-expertise-là aujourd'hui, personne, tenez-vous tranquille, avec toutes les richesses, avec l'évolution qui arrive dans la lutte contre le Covid-19, ça ne peut pas mettre une semaine, ça ne peut pas mettre 2 semaines. Donc, disons simplement que l'État sierra-léonais, il faut avoir le courage de le dire, c'est un adversaire qui se sent faible, qui se sent battu avant même la compétition et qui a choisi cette voie pour écarter le Bénin de la compétition. Mais il n'arrivera pas. J'espère que l'État sierra-léonais a choisi d'exclure son adversaire avant la compétition. Comment avez-vous accueilli cette information? Je partage si à 100% les points de vue. Pour une première fois, je constate, je suis content, mon cher confrère. C'est vrai, c'est un État enfoiré, un État tricheur qui crée l'exclusion. Vous voyez comment ça fait mal? C'est de la frustration que ça crée. Depuis, je n'arrive pas à dormir. Vous savez, on empêche mes éclairages parce qu'on a peur de la compétition. On les exclut. Ça s'est passé aussi quelque part dans un autre pays. Ah oui? Ah oui. Où des opposants ont été exclus des élections législatives. Ont été exclus des élections présidentielles. Toujours dans votre film là, ou bien? Un film qui s'est déroulé au Bénin, qui se déroule en ce moment. Sérieusement? Oui. Vous savez, ça fait mal aux Béninois que je suis. Ça fait mal aux Béninois qu'il est que l'on puisse, de façon aussi frauduleuse, s'extraire du jeu de compétition. C'est ce qui s'est passé en Sierra Leone. Et ça devrait me servir de leçon. Je suis un compatriote, je défends les écureuils. On ne doit pas faire ça aux écureuils, mais on ne doit pas faire ça aussi au Bénin, aux opposants. Ça devait nous servir de leçon. Voilà le mot de notre confrère Joseph Anago qui vient mettre un terme à ce premier numéro de Face à l'actu. Merci, chers confrères, d'être venus partager vos points de vue avec nous sur les sujets phares de l'actualité nationale. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre numéro de Face à l'actu.